Est-ce qu'on peut dire qu'on envoyait les plus beaux enfants à l'étranger? Je pense qu'on le faisait en pensant à cet enfant-là qui vivrait dans un milieu où le niveau d'éducation était plus élevé. Il y avait tellement de bébés ici, là. Il y en avait eu 318 un jour d'avril 1954. Et nous nous servions des baignoires pour faire leur lit. Une fois, je me souviens, c'était le décompte à tous les jours, on était monté jusqu'à 800. Je voulais ignorer. Tu sais, à 14 ans, tu es encore un enfant. Alors, je réalisais peut-être pas ce que c'était être enceinte. J'étais même pas au courant que j'étais enceinte de jumeaux jusqu'au jour de la naissance de mes jumeaux. Je suis partie de l'hôpital, puis je les ai jamais revus. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en Jeu. Cette semaine, un reportage sur une page inédite de notre histoire. Des milliers de bébés québécois confiés à l'adoption internationale, parfois de façon illégale. L'aéroport de Dorval est souvent le théâtre de grandes émotions. Par exemple, lorsque des enfants adoptés à l'étranger arrivent ici pour commencer leur nouvelle vie. L'adoption internationale est un phénomène bien connu au Québec et aussi de plus en plus répandu. Ce qui est moins connu, cependant, c'est que c'était le Québec autrefois qui exportait ses enfants. Dans les années 50 et 60, nos bébés étaient très en demande auprès de parents qui cherchaient des enfants blancs, catholiques et en bonne santé. Enjeu a enquêté sur cette page cachée de l'histoire du Québec. Nous avons retrouvé certains de ces enfants ainsi que leurs parents. Pour eux, ce drame est d'autant plus troublant qu'ils ignoraient que leurs enfants avaient été confiés à l'adoption internationale, ce qui rendait presque impossible d'éventuelles retrouvailles. Il y a 36 ans, Patricia Durocher laissait derrière elle à l'hôpital de la Miséricorde de Montréal une petite fille d'un jour à peine qu'elle avait appelée Sylvie. Ça fait mal au cœur. Parce que tu te dis, je ne la reverrai jamais. Probablement que je ne saurai jamais ce qu'elle va devenir. Avec les années, tu essaies d'oublier. À 19 ans, sans mari, Patricia n'avait pas le choix. À l'époque, c'était une honte d'être une fille-mère. Alors, pour sauver son honneur, celui de sa famille, pour le bien de l'enfant, il lui fallait confier son bébé à l'adoption. Je confie à la Société d'adoption de Hull mon enfant Sylvie, née le 16 janvier 1964, et renonce à tout droit sur ce dit enfant pour le présent et l'avenir. Je reconnais aux autorités de cette agence... Il ne fallait pas que t'en parles. C'était aussi simple que ça. Puis quand tu revenais à la maison, il n'y a jamais personne qui en parlait. Parce que tu étais censé d'oublier ça, puis continuer ta vie. Il y a 4 ans, est-ce que vous auriez pu imaginer ça? Jamais. Jamais. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver. What are you doing, guys? Fine. Just waiting. Patricia a toujours cru que sa fille avait été adoptée à Montréal ou à Québec. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris ça? C'était, oh mon Dieu, c'est loin, là. Puis là aussi, je me suis demandé pourquoi Porto Rico. Quelques jours après sa naissance, la petite fille de Patricia a été transférée à l'orphelinat Villejoie-Sainte-Thérèse de Hull. Elle y est restée 3 mois. Puis, elle a été adoptée par un couple aisé de San Juan. La petite Sylvie est devenue Zaida et l'espagnol, sa langue maternelle. On dit dans les procès-verbaux qu'on recevait une demande assez incroyable, assez impressionnante de l'étranger pour adopter des enfants du Québec, francophones, blancs, de religion catholique. Entre 1950 et 1972, on parle de milliers de petits Québécois qui sont partis vivre à l'étranger dans des familles riches. Les crèches étaient surpeuplées. On comptait parfois jusqu'à 1000 enfants par crèche. Ces enfants étaient d'abord placés au Québec,
puis dans le reste du Canada. Faute de parents disponibles, il fallait se tourner vers l'étranger. Ces adoptions se faisaient par l'intermédiaire d'organisations catholiques. Ici, à Hull, les demandes venaient du Mexique, de l'Argentine, du Venezuela, des États-Unis. À l'orphelinat Villejoie-Sainte-Thérèse, on a placé entre autres 25 enfants à Porto Rico. Sí, dale, canta una canción bien linda, vamos. C'est après la naissance de sa seconde fille que Zaïda a décidé d'entreprendre des recherches pour retrouver sa mère biologique. What have she felt after she had to give me for adoption? Probably she's wondering how am I doing and what I am doing, if I am alive or not. So, Was it easy to look for her? It's not easy because we live so far away that for me to start thinking about where to search, it was difficult. Mais Zaïda a eu de la chance. Ses parents adoptifs avaient conservé tous les documents. Et de plus, le nom de jeune fille de Patricia avait été inscrit par erreur sur les papiers d'adoption. I'm glad I was already sitting because otherwise I would have fallen. You know, I got so excited, like I found it. Donc, c'est assez spécial qu'elle ait eu le nom de sa mère. Ça se donnait pas. On donnait jamais le nom de la mère. Mais peut-être qu'à cette époque, on s'était dit, bon, de toute façon, c'est tellement loin. Et dans les années 60, on pensait même pas là, encore qu'un jour, les enfants qui avaient été adoptés pourraient faire des recherches pour retrouver leurs parents biologiques. Après avoir trouvé le nom de sa mère biologique, Zaïda a tout de suite fait venir de Hull les pages du bottin téléphonique où était inscrit le nom du rocher. You were ready to call every du rocher? No, no. I decided instead of calling, writing each of them, sending the same letter to see if somebody knew of someone who could be related. Son désir de rejoindre tous les Durocher a quelque peu bousculé le personnel des centres jeunesse de Hull, où sont aujourd'hui regroupées les archives de l'ancien orphelinat. They rushed, I guess, when they saw that I was going to do that. We'll help you. Wait, please don't do anything. That's what she said. Because I had been waiting for 2 years for my turn. And there, that's the Puerta de San Juan. Il y a 3 ans, Patricia et Zaïda se sont rencontrés pour la première fois. Ils se sont vus 4 fois depuis. On se parle au téléphone, là, mais quand on se voit, c'est quand même... c'est excitant, on est tous contents, on est tous énervés. On se prépare pour venir à Porto Rico, la même chose qu'elle elle se prépare pour venir au Canada. Oh, lucky Penny, Lucky huh? Penny. The fact that she's far, for me, it's a blessing too, in a way, because I was raised here. I feel Puerto Rican, not Canadian, really. And I feel like I have my mother here in Puerto Rico, and it would be very difficult for me to have both of them here. Oh, yes? Yes. Why? Well, because to split my time between both, because they don't share too much. Like my adoptive mother doesn't feel very pleased about it. She's afraid that I will, like, I don't know, turn my back to her and just, like, go to my new family, as she would say. Patricia n'avait jamais entrepris de démarche pour retrouver sa fille, de peur de la perturber. Après les retrouvailles, elle a rencontré brièvement la mère adoptive de Zaïda. Elle lui avait remis auparavant une lettre. Zaïdi, elle a une vie parfaite, là, pratiquement. Elle a été choyée, elle a une très bonne éducation, puis tout ça. Puis on fait un très beau travail avec elle, je crois, là. Puis aussi pour lui dire que j'étais pas là pour lui enlever Zaïdi, là, que je comprenais ce qu'elle pouvait ressentir. OK, on commence. Le nez. Le nez. Les yeux. Les yeux. Je pense que Zaïdi, dans sa vie, elle a de la place pour les deux. Les cheveux. La même chose avec les enfants. En fait, ça lui fait une grand-mère de plus. Fait que, ça va très bien. Ojos. Ojos. Boca. Boca. Zaïda a retrouvé sa mère biologique, mais aussi une demi-sœur.
Christine. Nobody told me. Heureusement, elle parle anglais, alors le lien de communication se fait très bien. It's for dancing and making sounds, so try it. But I find the cultures are not that different. After I've learned more about the Canadian, French-Canadian culture, I find our religion is the same. She was brought up basically the same way I was. The water is really nice. I can't wait to go in. Zaida et sa demi-sœur sont toutes les deux mariées. Elles ont chacune 2 enfants. Christine est infirmière, Zaida a une maîtrise en mathématiques. Elle enseigne à l'Université du Sacré-Cœur à San Juan. FedEx existe. Curieusement, quand j'ai su qu'elle avait ça, je me suis mis à rire avec la travailleuse sociale. Elle dit, j'ai dit, moi, même à l'école, c'était ma matière la plus forte, c'était les mathématiques. ¿Existe ese límite o no existe? Zaida a plusieurs amis qui sont nés comme elle au Canada et qui ont été adoptés par de riches portoricains. My name is Irma Rios Ramirez, and my birth name is Marie-Louise Rijan Morin, and I born in Hull, Quebec. My name is Maria del Pilar Tellet Lopez, and the name I have in Canada was Marilinda Desgagne. My name is Juan Rosado Malavet, and I was born Sean Kashak from Toronto. I have also a brother that is from Canada also. My neighbor, he and his sister, they are also from Canada. There's a girl that studied with me at the high school. She's also from Canada. I know a lot of people. Are you surprised to find so many people born outside or in Canada or in Quebec? Are you surprised by that? Why? I guess you're more surprised than I am. No, because since I was a little girl, I've been seeing them here. So it was normal. I guess I've known more than 20. But how does it sound, Quebec, at that time when you were young? So did you know about this place, Quebec? I looked in the map also, and when in the school, they asked me where I was born. I told everybody, very proud, I'm a Canadian from Quebec. No, la conozco por fotos. Tengo todas las fotos de cuando era pequeña, cuando nací. Y tengo mapas, tengo hasta los pasajes de mis papás cuando fueron a buscarme. Conozco todo. Ils ont tous retrouvé leur mère biologique. Irma ne l'a pas encore rencontrée. Maria Pilar est venue à 2 reprises voir la sienne à Québec et Juan l'a vue lors d'un événement très spécial. I met my mother last year for her 50th birthday. I was her birthday gift. It was a surprise from the family. Est-ce qu'on peut dire qu'on envoyait les plus beaux enfants à l'étranger? Je pense qu'on le faisait en pensant à cet enfant-là qui vivrait dans un milieu où le niveau d'éducation était plus élevé. Donc, c'était aussi en même temps pour favoriser le développement de cet enfant-là. Il y avait tellement de bébés ici, là. Nous en avions 318 un jour d'avril 1954. Et nous nous servions des baignoires pour faire leur lit. C'était pas une pouponnière, c'était une salle de bain, mais voyez-vous. Sœur Marie Larivière était infirmière à la crèche Saint-Vincent-de-Paul à Québec. Chaque matin, elle accompagnait le médecin dans sa ronde. Une fois, je me souviens, on faisait le décompte à tous les jours. On était monté jusqu'à 800. Sœur Gabrielle Laberge, que l'on voit ici sur la photo, était responsable des enfants de 6 mois à 1 an. Sœur Laberge a aujourd'hui 90 ans. On leur mettait des biscuits dans du lait. On les faisait tremper, là, et puis on les faisait boire.
installation. Il n'y en avait pas juste 4 comme ça, j'imagine? Ah ben non. Ah non. À mon département, je n'avais à peu près 150. Debout, les garçons. Debout. Asseyez-vous dans le bouillon, Il n'y a pas de mère qui abandonnait leur enfant. J'en ai pas connu. C'est vrai que j'ai pas été 25 ans à la crèche, là, mais le petit peu de temps que j'ai été, j'ai vu rien que du monde qui les aimait, leurs enfants, puis qui les laissait aller parce que justement, ils l'aimaient assez pour lui vouloir le bien d'une famille qu'elle ne pouvait pas leur donner à cause de la mentalité du temps. Quand elle signait une autorisation d'adopter, c'était pas marqué au Canada, Québec, aux étrangers, là. Donc, adopter, ça pouvait être n'importe où. Est-ce qu'il y en avait beaucoup qui venaient de l'étranger? Oh oui, on en avait beaucoup, mais je ne peux pas vous dire le nombre, là. Beaucoup, beaucoup. Aux États-Unis, on a placé beaucoup. La crèche Saint-Vincent-de-Paul a placé en 15 ans 1600 enfants aux États-Unis. Les Américains pouvaient adopter 2 ou 3 enfants à la fois. Les Sœurs du Mont-Pasteur se souviennent de ce couple de Chicago. Ce couple d'une charité admirable repartira lundi avec 2 jumeaux qui auront 1 an en avril. Une famille, ils en avaient pris 10. Madame était infirmière, puis lui était médecin. 10 enfants? Oui. Américains, là, des gens des États-Unis? Des gens des États-Unis. Parce que moi, j'avais dit, mon Dieu, vous devez avoir plusieurs personnes pour vous aider. Je dis, pas du tout, je suis seule. En fait, ce couple n'a pas adopté 10, mais 11 enfants, dont 2 couples de jumeaux entre 1954 et 1969. It was going to be a child. Why it changed? Why? Well, they had said we could have 2 children. So, going to spend all that money to go up there, might as well bring back more than 1. Les Morrison ont aussi adopté 3 enfants à Chicago, dont un autre couple de jumeaux. Mais là-bas, on limitait les adoptions. Pas plus de 2 par famille, 3, c'était exceptionnel. Les enfants disponibles étaient rares. Au Québec, on en avait trop. My sister did say that people came in from all over the world because they could get into Quebec easily, you know, coming across the ocean and all. But everybody was marked French-Canadian, whether you were or not, you're a French-Canadian. So that's fine. We don't mind French-Canadians. Les Américains aimaient les petits Canadiens français. Ils étaient en santé, mais aussi et surtout, ils étaient blancs. Were you looking for white children? We didn't stipulate I think we at the sort of time. presumed they would be. At that time, I think that it was kind of a, well, I shouldn't say a bad thing, but it was a hard thing. Several priests had said, you better stay with what you have because if you go taking Orientals and everything, they're fine. But they're the ones that are going to have a problem growing up in your families in that vintage, that age bracket. Not in the family so much Not in as the family, but community. in the communities. À l'époque, on employait même l'expression « pure white » ou, si vous préférez, « blanc-blanc ». Le père Roger Coughlin était assistant directeur au sein de l'organisation Catholic Charities à Chicago, une œuvre de charité qui s'occupait d'adoption. Is it because they were called pure white? No, well, it all depends, you know, that, no, because I'm sure they all weren't, you know, but I know. The majority? Yeah, but majority would be, they'd be easier placement. Certainly the children from Canada would be, you know, they fit very easily into American families. Le grand responsable de l'adoption à la crèche Saint-Vincent-de-Paul, c'était l'abbé Germain, un homme qui avait à cœur le sort des orphelins. Il correspondait avec les Catholic Charities que l'on retrouve encore aujourd'hui dans tous les États américains. L'abbé Victorin Germain, qui est devenu plus tard Monseigneur Victorin Germain, a écrit beaucoup. C'était vraiment un écrivain là, qui a fait énormément de sa plume aussi pour que l'information sur la situation des enfants de la crèche se répande partout. Les religieuses avaient un petit problème de communication avec les Américains. Elles ne parlaient pas anglais, sauf une. Nous avions une sœur irlandaise
Sir James Philip, qui s'en est beaucoup occupé et qui a entretenu aussi avec ces gens-là une correspondance très assidue. Et c'est elle qui les guidait le plus. Moi, je n'avais qu'un pour fonction, je dirais, que d'entrer dans les dortoirs et de montrer le bébé. Comment vous les prépariez, les enfants? Qu'est-ce que vous faisiez de spécial? Des fois, on avait le temps, on les mettait en toilette. Il faut les présenter, il faut que ça flashe un peu. Notre préoccupation était vraiment que l'enfant trouve une famille, où qu'elle soit. Une famille, c'est une famille. L'adoption était gratuite, mais les Morrison ont dû débourser quand même beaucoup d'argent. Il y avait les frais d'avocat pour les papiers d'adoption, le séjour à Québec et puis le don que l'on faisait en quittant l'orphelinat. But they asked for the donation? No. No, but you It's gave. just sort of assumed. Are you Catholic? Yeah, okay. They want donations, you know, then. Or they would like them, I should say. Les enfants Morrison, si on en croit leurs parents, n'ont jamais fait de démarche pour retrouver leur père ou leur mère biologique respectifs. Ils n'ont jamais non plus souhaité visiter le Québec. Ils vivent aujourd'hui un peu partout aux États-Unis. And why did you adopt so many kids? Because it's very It sort rare. of snowballed. We love kids. So And the kids loved each other. They get along very well, all of them. we figured we were able to support them. I didn't put them through college, but we supported them, and clothed them, and fed them, and loved them. And they had a wonderful time together. And they still do when they get together. And why did you stop adopting? We got too old. Don't you think 14's enough? Was it easy to raise 14 children? Kind of wild. As our kids say, their mother and father are crazy. Je voulais ignorer. Tu sais, à 14 ans, tu es encore un enfant. Alors, je réalisais peut-être pas ce que c'était être enceinte. J'étais même pas au courant que j'étais enceinte de jumeaux jusqu'au jour de la naissance de mes jumeaux. Mario, le premier qui est né, pesait 3 livres et 14. Et puis Jean-Marc, qui est né dans l'ambulance, pesait 2 livres et 8. Alors, c'est très, très petit. Je suis partie de l'hôpital, puis je les ai jamais revus. Vive le Québec libre! C'est à ce moment-là que l'adoption a démarré pour la France. C'est vraiment le général de Gaulle qui est au départ. Alors, pas seulement pour l'adoption, bien évidemment, mais il y a eu ce rapprochement entre la France et le Québec. Nos cousins français ont adopté plus de 500 enfants à Montréal. Les dernières adoptions ont eu lieu en 1972, l'année où les crèches ont fermé leurs portes. À Montréal, ils ont plein d'enfants adoptés et ils cherchent des couples jeunes. Alors, 25 ans, enfin, c'est vos âges, c'est parfait. Donc, vous aurez un bébé dans 1 an. Nous, on trouvait ça très court. En 1968, les Perrins originaires d'Annonay, près de Lyon, sont venus à Montréal pour chercher leur premier garçon. Ils ont séjourné 48 heures dans la métropole. C'était une religieuse. Une religieuse aussi qui dirigeait le beaucoup de service. religieuses qui étaient à la crèche de Youville. Qui dirigeait ce service. Donc, Elle nous a, donc, on m'a donné Christophe tout de suite dans les bras. 4 ans plus tard, ils ont adopté Jean-Marc, un petit garçon chétif. Christophe et Jean-Marc ont toujours su qu'ils étaient nés au Québec. Il venait me voir, dit « Maman, raconte-nous l'histoire quand vous êtes venus nous choisir. » On peut dire qu'on les a désirés, qu'on s'est battu pour les avoir. Vous êtes allé loin aussi. Ouais. À l'époque, en plus, on n'allait pas au Canada comme maintenant. En grandissant, le petit Jean-Marc est devenu un jeune athlète accompli, mordu de course à pied et de vélo. Toutes les fois que je voyais des jumeaux, c'est sûr que je pensais à eux. Même à un certain moment donné, je pensais les avoir vus à Ville-la-Salle. Jean-Marc vit toujours à Annonay. Il est infirmier, marié et père de 2 enfants. Bonjour. 3 baguettes? Oui. 410. 12 francs. Mon frère a eu des jumeaux. Alors, ça te ramène tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit, je pense que je suis prête.
En 1996, Nicole a 40 ans. Elle est mariée, mais n'a pas eu d'autres enfants. Elle décide d'entreprendre des recherches pour retrouver ses jumeaux qu'elle avait été forcée de confier à l'adoption en 1969. 6 mois après le début des recherches, elle reçoit 2 lettres. Ça m'apprenait que Jean-Marc était, Marc, parce que moi j'avais prénommé Marc, était adopté en France et puis que Mario avait été adopté au New Jersey, aux États-Unis. Alors ça a été un gros choc. Parce que je ne m'attendais pas à ça, qu'ils soient séparés. Pour moi, des jumeaux, c'est inséparable. C'est des frères de sang. Puis surtout, c'était des jumeaux identiques. Quand tu y penses, il y en a un en Europe. Moi, je suis au Canada. Et puis, il y en a un autre aux États-Unis. Alors, c'est 3 pays différents. Elle a eu une période dépressive et assez importante. Elle n'était pas prête à entreprendre les retrouvailles avec Jean-Marc. Elle me disait, nous allons attendre. J'ai dit, quand vous serez prêt, téléphonez-moi. Nicole a téléphoné 6 mois plus tard à Mme Saint-Jacques, une psychologue spécialisée dans les retrouvailles à l'emploi des centres jeunesse de Montréal. On savait très peu de choses sur le jumeau américain, mais on connaissait le numéro de téléphone des parents de Jean-Marc. Alors ce sont eux que la psychologue a appelés en premier. Le téléphone a sonné, c'est moi qui suis allée répondre. Et sur le moment, je n'ai pas compris. J'ai reconnu l'accent canadien. Alors c'est là qu'elle commence, elle commence à me dire, là je suis une psychologue et vous comprenez, sa mère l'a retrouvée. Voilà, ça a été le choc. Hein. Là d'ailleurs, les docteurs que j'ai vus après, alors les psychiatres, parce que moi j'ai pas eu peur d'aller quand même voir un psychiatre à Lyon, il m'a dit, mais madame, vous auriez été cardiaque, vous pouviez mourir sur le champ. Bonjour, il vous reste des tomes de chèvre? Madame Saint-Jacques leur apprend aussi que Jean-Marc a un frère jumeau. Ça aussi, on nous l'avait caché, on ne savait pas qu'ils avaient des jumeaux. Alors bon, on a su après que le premier jumeau qui est né était en meilleure forme que Jean-Marc. Donc bon, ça s'explique, il a été adopté plus vite. Ça nous a perturbés aussi parce qu'on les aurait adoptés, on aurait adopté les jumeaux. Hein. On les aurait pris tous les deux. Hein. Et c'est tout cela que Mme Perrin va révéler à son fils adoptif. Dans quel état vous étiez? Eh bien, en fait, je ne sais pas dire, assez excité, quoi. Je voulais savoir plus. Surtout qu'elle m'avait parlé d'un frère jumeau, mais sans plus, quoi. Elle ne m'avait pas bien précisé. Jean-Marc a rapidement rejoint la psychologue. Les retrouvailles avec sa mère biologique ne se sont pas faites dans le bureau de Mme Saint-Jacques, mais par téléphone, à cause bien sûr de la distance. Il n'a pas pris de chance, il nous a enregistrés. Puis il a réécouté notre première conversation. Mais maintenant, il n'y a plus de problème avec ça. Il comprend bien notre langage, parce que c'est quand même pas comme la France. L'accent, c'est ça. On s'est envoyé des correspondances avec des photos. Elle m'a envoyé tout un paquet de photos, là, d'elles toutes jeunes, puis leur mariage, leur vie, etc. Puis moi, j'ai fait pareil. Les lettres se sont croisées sur l'Atlantique. La lune de miel qu'ont vécu Jean-Marc et Nicole a complètement bouleversé la vie des Perrin. Ils se sentent floués. À l'époque, on leur avait assuré que tous les papiers avaient été détruits. Ah oui, ça a complètement brûlé même. On nous avait dit, vraiment, vous pouvez partir tranquille. Enfin bon. Alors c'est vrai qu'on a vécu sans du tout se dire qu'un jour, la mère biologique pouvait se manifester. Surtout qu'on est parti quand même de Montréal, chaque fois avec un passeport canadien en notre nom. Oui, l'enfant portait déjà notre nom, tout, donc on nous avait dit... c'est une sécurité complète, vous ne pouvez pas avoir de problème. Vas-y, mon petit piquet. Il y a le vertige. Hein? Malgré les kilomètres qui les séparent, Jean-Marc et Nicole se sont vus en France plusieurs fois depuis 1996. Moi, j'ai toujours peur que quelqu'un me pousse. Moi aussi, oui. Il n'y a pas de danger. Ça, c'est intéressant. Ah, derrière le câble là-bas. Puis au Québec, en pleine crise du verglas. Jean-Marc était déjà venu avec ses parents, puis avec sa femme, mais il y a 2 ans, il a fait le voyage seul. Quand je suis allé à Montréal, on a visité l'hôpital de la Salle. Ça, c'était un moment vraiment intéressant. Le bâtiment était le même. Pour elle, c'était très émouvant. Moi, je n'avais pas la même sensation, parce que moi, je ne l'avais jamais vu, mais je savais que c'était là. Mais elle, c'était très émouvant de refaire le voyage avec moi. On était que tous les deux dans la voiture. Est-ce que vous pensez qu'à ça au Québec? Oui, il y avait une époque où c'était fort. C'était un peu... Ah oui? Oui, c'était un peu dur pour tout le monde. Oui, pourquoi? Ouais.
Ben parce que c'était que là-bas, quoi. On avait envie un peu de changer, quoi. Vous vouliez vraiment vous en aller là-bas? Ben, ouais, il y avait une époque où c'était vraiment... je me disais, tiens, ça me fait l'occasion peut-être de vouloir changer, de partir. Plus le temps passait, plus Jean-Marc était monopolisé par Nicole, et ils étaient tous les deux tout le temps ensemble. Et nous, on n'existait pratiquement plus. 1, 2, 3. Ce qui était dur aussi à supporter pour nous, c'était les problèmes financiers que tout ça entraînait aussi. Ça, avec la distance, les communications téléphoniques, tout ça, j'ai vu arriver des notes de téléphone qui étaient astronomiques aussi. Donc, nous, il fallait aussi qu'on vive de notre côté. Je sentais aussi qu'il voulait partir au Canada. Ça aussi, ça allait entraîner des frais. Moi, tout ça, ça me faisait peur. À un moment donné, je pense qu'elle s'est sentie mise de côté. Puis je la comprends. Parce que moi aussi, j'étais un peu comme ça, mais c'était comme 27 années qu'on avait à reprendre. Comme. Là, on s'est un peu tranquillisé. Moi, j'étais allée, lui est venu ici. Alors, puis là, on y retourne. Alors, c'est comme... Là, ça s'est apaisé. Puis je pense que là, ça va mieux. Et c'est quoi votre rapport avec eux maintenant? J'en ai aucun. Aucun? Non, j'ai jamais pu leur parler, même par Internet. Je sais pas que leur dire, donc je me suis complètement effacée. Et la possibilité de la rencontrer, est-ce que ça vous... Non, non, moi je suis contre. Pourquoi? Parce que ça démolit, ça nous démolit. Moi, je pense que je pourrais, cette année. Oui. Mais mon mari ne veut pas. Pour eux et Virginie, leur unique consolation est que Nicole habite très loin. Oui, ça me tranquillise. Parce que ça se serait passé, elle aurait été en France, je crois qu'il serait parti. Que là, il y avait la distance quand même qui le retenait, qui lui a peut-être obligé à penser, à réfléchir un peu à ce qu'il devait faire et ce qu'il allait faire. On aurait aimé être tout le temps ensemble, hein, mais ça a aidé aussi parce qu'on était loin et puis que ça permettait de mettre un peu Léo là, quoi, de freiner un peu. C'était le document de la crèche d'Ouville? Oui. Et on a vraiment là, rayé le mot jumeau. Le mot jumeau, ce qui est bizarre. Les recherches pour retrouver ce jumeau américain sont plus ardues. La France a bien collaboré à travers ses agences, mais aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose. C'est compliqué parce que souvent aux États-Unis, quand on veut faire pour la moindre chose, il faut prendre un avocat et c'est des frais incroyables. Et même avec la recherchiste ici, on n'acceptait pas de donner des renseignements. Alors, voici l'annonce que j'ai mise dans le site américain. Madame Saint-Jacques connaît le nom du jumeau américain, mais elle ne peut le révéler à Nicole. Tout est confidentiel. Il faut d'abord rejoindre ce jeune homme de 31 ans et lui demander s'il veut rencontrer sa mère. Les recherches sont difficiles car aux États-Unis, les gens déménagent plus souvent qu'en France. On a pour le moment perdu sa trace. Jean-Guy, peux-tu venir ouvrir les photos, s'il vous plaît? Nicole essaie aussi de son côté de le retrouver et comme ses jumeaux sont identiques, c'est une photo de Jean-Marc qu'elle envoie sur Internet. Peut-être que quelqu'un va reconnaître, dire « Hey, il ressemble à tel gars ». On ne sait jamais, le monde est petit dans le fond. Au début, ça m'a beaucoup excité. Je me suis mis à prendre des cours d'anglais. Je me suis dit, c'est bon, on va le retrouver. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai vu que ça avançait pas. Et puis maintenant, vraiment, c'est bien plus calme. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je vis que je pense pas à Mario. L'adoption de bébés québécois à l'étranger et organisée par les religieuses était tout à fait légale, ce qui n'a pas empêché dans les années 40 et 50 la mise sur pied d'un marché noir d'enfants québécois à Montréal et à New York. Ça se passait entre autres dans cette maison de la rue de l'Esplanade à Montréal. Nous avons rencontré les témoins de l'époque. Quand on fait quelque chose d'illégal, on essaie que la police ne le sait pas, les autorités ne soient pas au courant. Alors là, le chat sortit du sac. Il y avait des personnes, des femmes surtout, qui se promenant dans Montréal et les restaurants, les endroits publics, constataient qu'une jeune femme était enceinte et on l'approchait doucement. Ce qu'on voulait, c'est le bébé qu'elle portait.
On lui proposait en échange de payer tous les frais reliés à l'accouchement. Pour ces jeunes filles enceintes, seules, désemparées, cette offre était un soulagement. Nous étions dans les années 50. La jeune femme, rendue à certains termes de sa grossesse, était dirigée vers une maison à Montréal et éventuellement accouchait de l'enfant. Et par la suite, cet enfant-là était mis sur le marché. Ce marché noir avait été mis sur pied pour répondre à une forte demande de la communauté juive. Il était impossible pour un couple juif d'adopter un enfant catholique dans une crèche. Les parents devaient être de la même religion que l'enfant. La possibilité d'avoir un enfant juif était quasiment nulle. Les Juifs n'avaient d'autre choix que d'adopter dans l'illégalité des petits catholiques qu'on allait ensuite convertir. This is where I adopted my daughter. And it was rather emotional of coming back here. Bonjour, monsieur. How are you? Not too bad. Gee, this is the place. My God, it's all totally remodeled here. C'est ici, dans cette maison de la rue Laval, en plein cœur du plateau Mont-Royal, que Doug Morris a acheté en 1951 une petite fille. Le coût de la transaction, un peu plus de 1 000 $. Once we heard about it, we jumped in the car and rushed down. Dans cette maison, il y avait plusieurs bébés disponibles et des jeunes filles sur le point d'accoucher. On appelait ces maisons privées des fabriques à bébés. Il y en avait une douzaine à Montréal. L'information circulait de bouche à oreille. We phoned our friends. They right away got blankets and clothes and everything else, and we ran down and picked up the baby. M. Morris a ensuite fait les démarches pour adopter légalement sa fille. Personne ne lui a demandé si son enfant était né d'une mère catholique. Hi, Linda. Hi, Daddy. Sa fille Linda veut aujourd'hui connaître ses origines. I needed to find my roots. I did not intend on replacing my adoptive parents. I just wanted to know where I came from. La fille de M. Morris n'a pas grand chance de retrouver sa mère biologique. Elle est née dans la clandestinité. Les documents sont introuvables. Concordia Stingers. From Stony Plain, Alberta, Andrew Seeger, number 20. Monsieur Rosenberg, est-ce que vous êtes juif? Oui. Est-ce que vous vous sentez juif? Pas vraiment, pas vraiment. Pourquoi? Actuellement, j'ai jamais eu le feeling d'être juif. Harold Rosenberg est fils unique. Il a su bien après la mort de ses parents qu'il était adopté. Des membres de sa famille lui ont fait cette révélation étonnante. J'étais acheté par mes parents. Une femme dans la communauté juive qui s'appelait Madame Baker m'a vendu à mes parents. En lisant un article d'un journal anglophone qui relatait l'histoire de ce commerce, Harold Rosenberg a pensé tout de suite qu'il était un bébé du marché noir, car on y parlait d'une certaine entremetteuse. Elle s'appelait Madame Rachel Baker. J'ai fait la connexion. J'ai dit, hey, ça me dit quelque chose, Baker. Ça explique beaucoup de choses. M. Rosenberg est aussi convaincu que son certificat de naissance est faux. Quand j'ai appelé la synagogue pour vérifier, parce que c'est marqué selon les archives de quelle synagogue à Montréal, quand j'ai contacté eux autres pour vérifier les informations dans le certificat, ils m'ont dit, on n'a rien ici. On n'a absolument rien. À votre nom? À mon nom. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que votre père aurait payé pour vous? Rien. Non. J'ai pensé peut-être c'était le prix du marché ou quoi, mais ça ne m'a pas touché. Ça ne m'a pas affecté. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il a payé. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui payent une petite fortune pour avoir des enfants. Il y avait ce marché noir à l'échelle locale, mais le même groupe en opérait un autre beaucoup plus lucratif avec New York. Près de 1000 enfants québécois ont été achetés par des couples juifs américains. Ces derniers ont déboursé jusqu'à 10 000 $ pour avoir un enfant. 10 000, c'est près de 80 000 $ aujourd'hui. L'information nous parvenait du côté américain. Le district attorney de Manhattan, à New York,
avait communiqué avec les autorités québécoises. Ce trafic impliquait entre autres 2 avocats et un rabbin. C'est lui qui donna à l'enfant un nom juif. Et de là, on se dirigeait, toujours avec l'avocat, vers le palais de justice, à la division des enregistrements des naissances. Et effectivement, la naissance était enregistrée à la province du Québec de cet enfant sous le nom juif. Contrairement à M. Morris, les couples de New York croyaient dur comme fer qu'ils adoptaient des enfants nés de mères juives. Ce trafic de bébés durait depuis une dizaine d'années. Nous avons, à ce moment-là, décidé un plan qui a été mis et qui a réussi par la suite. Jules Arsenault était sergent détective à la police provinciale, l'ancienne Sûreté du Québec. Ses collègues et lui ont fait équipe avec un avocat et une policière de New York. Cette femme, Teresa Bagata, s'est fait passer pour une mère juive désireuse d'adopter. La transaction a eu lieu dans une maison de la rue Bellechasse à Montréal. Il fallait effectivement être là et rentrer au bon moment. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons réussi. C'est quoi le bon moment? Lorsque l'argent avait changé de main. Comment vous avez su que l'argent avait changé de main? Disons qu'on a pris une chance. On a pris une chance. On a laissé le temps qu'il fallait pour la discussion et on pouvait épier un peu peut-être par la fenêtre d'en avant ce qui se passait. Et au bon moment, c'est arrivé. Est-ce qu'ils ont voulu nier? Comment ils ont réagi? Non, pas avec l'argent. L'argent avait été donné, avait été transféré. Elle était déjà dans les poches de l'avocat. Jules Arsenault a remis le bébé aux services sociaux. Les avocats ont été arrêtés. Herman Buller, qui était à la tête du réseau, a été radié du barreau en 1955. Est-ce que le marché noir s'est arrêté à ce moment-là? À notre connaissance, on peut dire oui. On n'a jamais entendu parler. Pour M. Morris, ce scandale n'en est pas un. Il a permis à bien des enfants de trouver une famille. And gave these children new hope. New hope because you never know where they would end up. So to me, it wasn't a scandal as such, but it's an easy word to use under the circumstances. On les appelait les enfants du péché. Ils ont été adoptés ici ou à l'étranger, choyés ou laissés pour compte, désirés ou abandonnés, à une époque pas si lointaine où on forçait leur mère à les laisser partir. Aujourd'hui, ils vivent aux 4 coins du globe, mais jamais ces femmes n'ont cessé de penser à eux.